Loïc, en 2015, tu as joué le rôle d'accompagnant lorsque Marlène a eu son cancer. Tu étais hyper jeune, tu avais 27 ans, tu venais d'être papa de Louise qui avait 1 an à ce moment-là. C'est un rôle que tu n'as pas choisi, c'est un rôle pour lequel tu n'as pas eu de mode d'emploi, mais c'est un rôle que tu as su endosser. Et aujourd'hui, tu as accepté de témoigner de ton parcours, qui est un parcours d'accompagnant, donc dans le parcours de ton épouse, qui a été malade pendant 2 ans. Et c'est un parcours qui est souvent oublié ou assez sous-estimé. Et c'est hyper éprouvant parce que ça mêle plein d'émotions. La crainte, le doute, la fatigue, la colère. Et c'est un parcours où les accompagnants souvent se mettent vraiment de côté parce que justement il faut laisser la place aux personnes qui sont malades. Est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de toi ? Un peu, avec plaisir. Donc moi je suis Loïc, je suis le compagnon de Marlène depuis 17 ans. On est mariés depuis presque 5 ans. Je suis le papa de nos 2 enfants, on a 2 filles, Louise et Adèle. J'évolue dans l'entreprise qu'ont fondée mon grand-père et mon père, qui est spécialisé dans les services funéraires depuis 45 ans. Et effectivement, Marlène en 2015 a eu un cancer du sein, et pour lequel j'ai essayé en tout cas de prendre ma place et puis de faire le maximum pour que cette tranche de notre vie soit la moins pénible possible. Surtout pour elle, pour notre fille qui avait 1 an et demi à cette époque-là, et puis pour moi par ricochet parce qu'on formait une famille et il fallait que la famille reste une petite bulle de bonheur malgré tout, malgré cette parenthèse agitée. Du coup, en 2015, vous avez découvert la maladie de Marlène. C'était quoi ton premier sentiment ? Les tout premiers examens qu'elle a fait, j'étais pas là. Elle a voulu faire ça toute seule pour pas m'inquiéter. Rapidement, quand les premières images étaient annonciatrices peut-être de la présence d'un cancer, elle m'en a parlé pour que je puisse l'accompagner pour le reste des examens. Le premier sentiment, je ne sais pas si j'en retiens là, 10 ans plus tard, j'en ai un qui me vient tout de suite à l'esprit. Rapidement, c'est de se dire, on va faire tous les examens qu'il faut. Moi, je ne suis pas médecin, elle non plus. Donc, suivons le cursus. On a la chance en France d'avoir un système qui est bien fait. Donc, c'était suivons tout ce qui nous est préconisé, voyons ce qu'il en ressort, et puis en fonction de ce qu'ils nous disent, on avisera. L'essentiel était qu'on soit ensemble, et moi ce que je voulais tout de suite c'était l'accompagner à tous ces rendez-vous, parce que j'imaginais qu'elle avait peur. Donc si elle avait peur, j'avais pas le droit de la laisser seule en quelque sorte. Donc c'était un sentiment, alors on peut qualifier ça peut-être ou de machisme, ou de sentiment patriarcal comme il se dit aujourd'hui, mais en tout cas c'était ce sentiment moi de me dire c'est ma conjointe, la maman de notre enfant qui a 1 an, je veux être là, la protéger autant que possible, et quelles que soient les épreuves et les annonces qu'on aura à affronter, je serai pas loin et puis je l'aiderai du mieux possible. Tu vois, je pense pas que ce soit un sentiment qui soit particulièrement patriarcal. Je comprends le fait que tu sois un homme te place dans une certaine position aux yeux de la société. Je pense que c'est de l'amour. Je pense qu'à ce moment-là, c'est de l'amour. T'as juste... Mais disons qu'en tant qu'homme encore plus, je sais pas, on se dit on doit protéger sa femme. Alors ça fait peut-être vieux jeu, je sais pas, mais c'est de se dire, voilà, elle est dans un moment là difficile, elle a peut-être plein d'inquiétudes, elle a certainement la trouille. Même si je l'ai aussi, la mienne va passer peut-être au second plan, et je vais être là pour elle pour que sa trouille, on la passe à 2, et que notre petite fille d'1 an et demi à l'époque, Louise, le ressente pas ou le moins possible, et qu'on continue à avoir un chemin de famille et de vie qui soit le plus normal possible, quel que soit ce qui nous attendait, parce qu'au final on ne le savait pas. Ouais. Quand il y a les premiers examens, ils sont pas sûrs, ils savent pas, certains disent vous êtes trop jeune, d'autres on sait pas. Donc en fait, entre le moment où ils disent on sait pas et puis faites les examens, il se passe plein de choses, et en même temps il y a 2-3 jours par examen d'attente qui sont très longs. Donc entre le moment où on dit faites des vérifications et puis on fait les vérifications et puis on a les résultats, il se passe 10-15 jours et c'est très long. Oui, bien sûr. Donc pendant ces 15 jours-là, on flotte. Est-ce que tu te rappelles de l'annonce, de comment ça s'est passé Je me souviens quand elle m'a dit qu'elle avait fait ses premiers rendez-vous, elle était venue me voir à mon bureau, où elle m'a dit voilà, j'ai passé je crois que c'était une échographie ou une mammographie, et où elle m'a dit voilà, c'est pas encourageant, il faut faire d'autres examens.
Donc voilà, moi j'ai pas d'expérience particulière, j'avais pas de proches qui avaient été touchés par un cancer dans ma famille proche. Donc moi j'étais dans l'inconnu complet, je savais pas les examens. Voilà, on sait de ce qu'on entend par-ci et par-là, mais sans idée précise. Donc j'ai dit, on va voir, n'aie pas peur, ne gamberge pas. Alors c'est facile à dire quand on n'est pas directement concerné, mais je me suis dit à ce moment-là, c'était peut-être la chose à dire. C'est de se dire, on va le voir ensemble, et puis quoi qu'il arrive, on affrontera ça de toute façon tous les deux. On a a priori pas trop le choix. Elle pour sûr non. Moi peut-être que je l'avais, mais la question ne s'est pas posée de se dire est-ce que je l'accompagne, est-ce que je reste présent auprès d'elle. Enfin, quand on choisit quelqu'un dans sa vie, dans un mariage, on dit pour le meilleur et pour le pire. Alors on n'était pas encore mariés à l'époque, mais en tout cas, c'était de se dire, voilà, tu vas avoir un moment difficile peut-être, encore une fois, parce qu'on n'était pas sûr. Et s'il est difficile, je serai là. À ce moment-là, ça évoque quoi le cancer pour toi? À titre personnel, pas grand-chose. Rien, sauf ce qu'on sait, que les traitements souvent font perdre les cheveux, font parfois perdre du poids, parfois prendre du poids, qu'il y a de la fatigue. Voilà ce qu'on peut savoir, mais comme n'importe quelle personne finalement. Et à titre professionnel, travaillant dans les services funéraires, c'est vite assimilé au décès en fait. Oui, bien sûr. Mais pas tant, je pense pas que ce soit particulier au service funéraire en fait. Moi, pour avoir été accompagnante de façon différente aussi de mes parents, quand à l'annonce d'un cancer, la première chose que tu te dis, c'est que, c'est que ça va être dur. La fin, elle est pas fun, quoi. Non. Alors que, c'est ce que je veux dire, ouais. Alors qu'elle peut l'être. Ouais. La preuve. C'est ça. Ouais. Et depuis tout ce parcours, ta vision du cancer, de la maladie, ça a évolué, ça a changé? De la maladie, oui, peut-être. Ce qui a peut-être plus changé, c'est les personnes qui sont atteintes d'un cancer, que ce soit d'un cancer du sein ou d'autres types de cancers, parce qu'on en a rencontré beaucoup via Belle et Rose. Donc c'est peut-être effectivement l'approche et en tout cas ce que les gens donnent et nous ont donné quand on les a vus dans le cadre de l'association et de ce que l'on peut faire pour le service hospitalier à Nîmes ou ailleurs. C'est le courage, c'est la force, c'est l'envie de vivre, l'envie de se dépasser, l'envie de profiter quand même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments qui sont difficiles, physiquement, psychologiquement, qu'il n'y ait pas des gros moments de doute, des moments de faiblesse. Ça, c'est plus que normal dans ces parcours-là qui sont vraiment intenses et difficiles par les traitements, par la maladie en elle-même. Mais c'est la force des gens et souvent leur envie de profiter. On a rencontré des gens qui étaient vraiment fatigués, mais qui avaient quand même envie d'une plaisanterie, envie de profiter d'un n'importe quoi, un morceau de chocolat, un café, une discussion anodine sur un banc au soleil. Voilà, des moments qui sont au final assez simples, mais qui sont plus qu'importants dans ces moments-là. Donc la vision de la maladie, je ne sais pas. Oui, parce que du coup on l'appréhende d'une autre manière et on se dit, bon, le cancer au final on en a très peur quand on ne connaît pas. Quand on connaît, on en a quand même un peu peur, mais au final, on sait qu'on a des armes pour se battre. La médecine, elle évolue très vite. Et entre le cancer de Marlène en 2015 et aujourd'hui 2024, il s'est déjà passé plein de choses d'un point de vue médical. Et les avancées sur les traitements, sur la prise en charge d'un patient, d'une patiente, elles ont beaucoup évolué. Donc ça reste encourageant pour la suite, c'est encourageant pour la suite. Et donc voilà, ce qui a plus changé, encore une fois, c'est la vision peut-être que j'avais des patients et des patientes, où on pouvait se dire la nouvelle elle tombe, on subit, on est un peu dans le dur. Et même s'il y a sûrement cette période-là, je pense qu'après il y a une période où on se dit profitons-en, battons-nous avec les armes que la médecine nous offre, et puis essayons de profiter des bons moments parce qu'il y en a quand même. Je pense que tu vas être d'accord avec ça, mais je pense que c'est dans ce genre de moment où tu te rends compte que finalement les choses les plus simples, c'est un luxe qui est dingue. Et ça on le sait après. On le sait souvent après. On sait quand c'est souvent quand le bonheur nous échappe qu'on se rend compte qu'il était là, c'est ce qu'on dit. Et voilà, les moments simples, encore plus quand on a une petite fille ou 1 an et demi, c'est l'innocence incarnée, on se rend compte que ces moments-là sont hyper précieux. Donc après, on aspire à en profiter encore un peu plus. Et quand la maladie arrive et qu'elle est là, il faut faire face et ça n'empêche pas d'avoir quand même des moments de vie, parce que la vie continue. C'est une putain de force mentale, si je peux me permettre. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire, toi, de ce que tu as vécu en tant qu'accompagnant, de ce que tu as ressenti, tes émotions?
Il y en a plein. Donc l'accompagnant, je pense qu'il n'y en a pas qu'un seul. L'accompagnant, ça peut être le conjoint, la conjointe, un parent, une cousine, une amie, un ami, enfin au final peu importe. Et il peut y en avoir plusieurs. Chacun peut avoir son rôle, il y en a qui sont là plus pour rigoler, d'autres qui sont là pour consoler, d'autres pour accompagner dans des rendez-vous médicaux, d'autres pour avoir des moments de bien-être quel qu'il soit. Donc il n'y a pas, je pense que l'accompagnant, on emploie ce terme-là aujourd'hui, mais c'est pas un accompagnant au sens strict du terme. Moi j'ai été l'accompagnant du quotidien parce qu'on vivait ensemble et qu'on partageait déjà notre vie, donc l'accompagnant au quotidien c'était mon rôle, mais Marlène en a eu plein d'autres. Il y a eu ses parents, mes parents, certaines de ses amies qui ont été là aussi au quotidien, donc le rôle d'accompagnant il n'est pas facile parce qu'il faut pouvoir trouver sa place. Il faut que la personne malade vous laisse un peu de place entre guillemets, dans le sens où je pense que le rôle de l'accompagnant il se définit aussi de la manière dont la personne vit sa maladie aussi. Et si jamais la personne est assez fermée ou assez dure, ça peut être compliqué de proposer ou d'être un peu léger parfois dans certaines situations. Nous avec Marianne, on est assez complices, donc je savais quand est-ce qu'on pouvait plaisanter, quand est-ce qu'on pouvait être plus sérieux ou plus soucieux, ou quand est-ce qu'il fallait la laisser un peu tranquille. Donc j'arrivais à appréhender ça parce que ça faisait presque 8 ans qu'on vivait ensemble. Mais voilà, l'accompagnant, c'est juste être là déjà pour la personne, entendre ce dont elle a besoin, essayer de lui offrir au mieux ce qu'elle veut à ce moment-là, mais surtout être à l'écoute en fait, parce que, encore une fois, un accompagnant, c'est pas arriver avec un ballon et dire on va à la fête foraine et tu vas passer un super moment et ça va forcément aller mieux. Si à ce moment-là la patiente ou la personne touchée n'a pas envie de ça, ça ne sera pas le bon moment. Donc c'est essayer de placer le curseur entre les besoins de l'accompagnant d'être utile et les moments pour la personne en soins d'être ou tranquille ou d'être un peu plus sollicité pour tout un tas de choses ou pour reprendre la vie et les activités de tous les jours. Donc voilà, l'accompagnant, en fait, on met plein de choses dedans. Oui, bien sûr. Voilà, c'est moi en particulier, parce qu'encore une fois, j'étais son conjoint, mais Louise a été accompagnante à sa manière, les amis ont été accompagnants à leur manière. Donc chacun a apporté en fait sa petite pierre, avec sa personnalité, ses humeurs du moment, etc. De telle manière qu'à la fin de ces 2 ans de parcours, chacun a pu avoir sa petite place et a fait que Marlène a pu passer cette petite parenthèse du mieux possible. Tu parles de place. Pendant ces 2 années-là, est-ce que tu as réussi à te sentir légitime toi? Est-ce que tu as réussi à en parler en fait? À parler de tout ça et à exprimer ce que tu ressentais? Ouais. Être légitime, oui, parce que j'étais son conjoint. Mais encore une fois, pendant cette période-là, il y a des personnes qu'on voyait moins qui se sont révélées être très proches pour Marlène. D'autres qui étaient plus proches et qui se sont révélés être moins présents à ce moment-là. Donc la légitimité, à ce moment-là, elle se renouvelle en quelque sorte. Je ne sais pas si le terme est le meilleur, mais en tout cas, il fallait presque faire ses preuves tous les jours, entre guillemets. C'est pas parce que j'étais son conjoint que j'étais plus légitime, c'est pas parce que j'étais son conjoint que j'étais le moins légitime. Moi, elle m'a donné ma place, je l'ai prise, et j'ai pensé qu'en tant que conjoint, c'était normal que j'occupe la place la plus importante, parce que ne serait-ce que pour le quotidien d'une famille avec un enfant en bas âge, il y a tout un tas de choses qu'on ne pouvait pas déléguer à nos parents, beaux-parents ou à des amis. Donc légitime, oui, par la force des choses, et parce que j'avais envie aussi de l'être, et je ne me voyais pas dire bon, ma femme a été malade, mais je l'ai pris un peu cool, moi aussi j'étais fatigué après tout, je ne voyais pas faire ça, donc moi je me suis pas posé la question, hein. Je me suis dit elle est malade, bon on y va, et puis on verra dans 2 ans comment ça s'est passé, et puis ce qu'il en est. Donc après, en parler, c'est toujours un sujet un peu difficile, parce qu'effectivement, on ne se sent pas par contre légitime peut-être à, entre guillemets, se plaindre. Alors, se plaindre, effectivement, on n'est pas à la place du malade, on ne subit pas les traitements, on ne subit pas l'inquiétude première de se dire je vais peut-être perdre la vie, ou voilà, je vais passer par des gros moments de fatigue ou des moments de solitude pendant ce temps-là. Mais c'était en fait de se dire voilà, je l'accompagne,
du mieux possible. Mes états d'âme, entre guillemets, je n'avais pas de côté. J'avais mes parents qui étaient là, j'avais mon frère qui était là, j'avais quelques amis qui étaient là, mais je ne voyais pas me répandre non plus et me dire oh là là c'est dur, ça l'a été par moments, forcément. Bien sûr. Mais la personne la première touchée c'était Marlène et vis-à-vis d'elle, moi je ne me voyais pas lui faire état d'âme ou en tout cas de le faire au grand jour ouvrir mes doutes, mes inquiétudes. Je les ai un peu gardées pour moi. On n'en a pas trop parlé ensemble finalement, entre ses inquiétudes et les miennes. On les a chacune, je pense, gardées dans notre côté, mais j'ai pas senti le besoin quotidien de me confier à quelqu'un. En fait, moi j'avais la chance d'avoir Louise, qui avait 1 an et demi, donc du coup je me suis occupé un peu plus entre guillemets parce que fallait à 7h le matin préparer le petit déjeuner, etc. Donc j'avais cette parenthèse-là avec Louise où à 1 an et demi, elle savait que maman avait un bobo, mais elle ne savait pas quoi précisément. 1 an et demi, c'est quand même assez jeune pour matérialiser ce genre de choses-là. Donc c'était de se dire, pas je me réfugie un peu là-dedans, mais notre famille était déjà notre parenthèse, notre petite bulle. La maladie a renforcé cette bulle-là, en fait. Donc j'ai pas senti le besoin de me répandre ailleurs, en fait. Mais c'était la lumière. Ouais, et encore une fois, voilà, je pouvais compter sur mes parents si jamais j'avais un coup de moins bien. J'avais mon frère qui était là, j'avais 1 ou 2 amis avec qui je pouvais aller boire un verre le soir pour essayer de penser à autre chose. Mais moi, j'étais focus sur le fait que cette période-là, je voulais qu'on la passe avec Marlène et que ça aille mieux. Donc à ce moment-là, tu as un pilier. C'est vraiment ça le rôle que tu prends. Tu décides de vraiment être un pilier, ouais, de garder. De ce que tu es en train de raconter, moi, c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Et il y a quand même, t'as quand même la possibilité d'extérioriser parce que tu as des gens qui sont là pour toi. C'est sûr que c'est difficile. Effectivement, toi, tu n'as pas peur de mourir, mais tu as peur de perdre. Oui. Donc, pour avoir vécu quelque chose de différent, mais de similaire, moi, j'ai un vrai besoin d'extérioriser. Ouais. Tu as eu quand même cette possibilité-là. Ouais. Oui. Après, et puis chaque personne est différente. Il y en a qui ont vraiment un besoin de se défouler ou d'avoir un break complet. Moi, j'avais peut-être moins ce besoin-là. Peut-être que si j'avais eu vraiment l'opportunité, pas que je ne l'ai pas eu, mais je l'aurais certainement fait. Mais j'avais pas ce besoin-là. Je rentrais pas à la maison le soir avec la boule au ventre ou la chape de plomb qui s'abattait sur moi. Je le ressentais pas comme ça. J'essayais. Il y avait 2-3 jours pendant les traitements où il y avait un coup de fatigue pour Marlène. Les autres jours, ça allait relativement bien. Donc on essayait en fait de maximiser ces jours-là, de faire des choses et de profiter ensemble au maximum, sans se dire c'est dur, ou moi de me dire oh là là, je supporte le poids de ma famille, c'est vraiment difficile, ma femme est malade, je retravaille le lendemain, je m'occupe de notre petite fille le soir. J'étais pas dans cette optique-là parce que ça s'est fait d'abord naturellement et que ma Marlène m'a toujours dit prends du temps pour toi. Donc en fait, comme j'avais l'opportunité, je ne me suis pas senti enfermé. Si j'avais envie de le faire, je le faisais. Et j'en ressentais pas un besoin immense. Parce que j'avais toujours ces petites portes de sortie. Si j'avais envie de boire un verre, j'appelais mon frère ou un copain, puis on allait boire un verre pour discuter de ma vie ou d'autres choses. On sortait. Donc notre vie s'est pas arrêtée en fait. Le cancer a été un peu un fil rouge pendant 2 ans. Une ligne de fond, mais on n'a pas arrêté de vivre parce qu'elle était malade. Il y avait forcément des temps un peu plus calmes, mais on a continué à sortir, on a continué à faire quelques petits voyages, des concerts, des fêtes entre amis, comme chacun, les anniversaires de notre fille. Donc on a essayé de continuer en fait à ce que le cancer soit pas un coup d'arrêt, soit juste un temps de passage. Et 10 ans après, c'était un temps de passage. C'était un temps de passage. Et en tant que conjoint, en tant qu'homme, en fait, quel a été ton regard sur Marlène à partir du moment où elle a commencé à avoir des traitements, la chimiothérapie, les opérations? Je découvrais. Donc ouais. En fait, tu découvres et puis la question que tu te poses c'est est-ce que je vais réussir à le gérer? Pas de te dire je vais partir en courant et puis ne jamais revenir parce que ma femme vient de perdre ses cheveux ou s'est fait opérer d'un sein. C'était pas la question, mais de te dire quand même si je vais pouvoir
si je vais pouvoir affronter tout ça et pas faire bonne figure, mais tenir. Parce que tu parlais de pilier. Pilier, je sais pas, mais en tout cas, c'est encore une fois, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir le sentiment et l'envie de protéger. Et de dire si jamais il y a des coups à prendre, autant que possible, je vais les prendre pour elle. Et je mets elle au pluriel, parce qu'il y avait Louise à côté. Mais c'était de se dire, je vais essayer de garder ce cocon-là. Donc, au fur et à mesure que où les effets secondaires des traitements faisaient leur apparition, ou les opérations que Marlène a pu subir arrivaient, j'essayais de me dire toujours, d'abord je continuais à aimer Marlène, ça il n'y avait pas de doute là-dessus. Si le physique est important, il n'y a pas que ça, heureusement. Mais c'est de se dire, c'est toujours la femme que j'ai embrassée 8 ans avant, c'est toujours la mère de notre premier enfant. Donc les changements physiques, ils sont là, mais au final, tu dis, voilà, c'est un temps de passage, quoi. Tu dis, c'est pas, voilà, elle perd ses cheveux, oui. On va essayer de faire en sorte que ce soit le moins dur pour elle, parce que j'imagine la difficulté de la chose. Se faire opérer d'un sein, c'est particulièrement compliqué pour une femme. Un deuxième sein, c'est le coup de grâce. Donc c'était juste d'essayer de me dire, je voulais pas qu'elle ait le sentiment que je voulais me détacher ou que j'avais un sentiment ou de dégoût, de rejet ou autre. Je voulais pas qu'elle ait ça, d'abord parce que je l'avais pas, véritablement, et encore une fois, je me disais, ce sont des étapes. Voilà, tout ça, ce sont des étapes. Voilà. La perte des cheveux, c'est le temps du traitement. On sait que le traitement, c'est 8 mois, intense. Les médecins ont dit que théoriquement, après ces 8 mois, ça va aller, donc ça va repousser. Et elle pourra faire ce qu'elle veut sur ses cheveux, des couleurs ou je ne sais quoi. Puis il a 15 mètres de long de cheveux, là, Marlène, aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, voilà, et les seins, c'est pareil. Les seins, on en a plaisanté. C'était de se dire, tu te fais refaire les seins, qu'est-ce qu'on fait? On fait une poitrine à la Pamela Anderson, ou est-ce qu'on fait des seins plus petits? Donc, on a réussi à en plaisanter, mais parce qu'on avait cette complicité-là d'avant, et ce qui a fait que pendant, ça nous a tous les deux tirés un peu vers le haut, où chacun s'est entraîné vers le mieux. Donc si l'un avait peut-être un coup de moins bien, c'était l'autre aussi qui entraînait. Et le fait d'être hyper complice déjà depuis 7 ou 8 ans, d'être parents, au final cette épreuve-là, on l'a accueillie comme une épreuve de plus, et de se dire, voilà, on va la passer ensemble, pas elle et moi derrière, mais vraiment côte à côte. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Je pense qu'elle aussi. Louise n'a pas de souvenir, mais en tout cas, c'était de se dire, encore une fois, voilà, c'est un passage. Là, les médecins nous disent que ça va être 1 an et demi, 2 ans avec les opérations qui vont être intenses. On le fait, puis voilà, rendez-vous dans 2 ans. Et MDR, c'est moi qui vais finir par chialer. Je reviens un peu sur la discussion qu'on avait juste avant. Est-ce que tu as ressenti pendant ces 2 années un soutien de la part de ton entourage, de la part de tes proches? Est-ce que les gens étaient là pour toi? Est-ce que tu en as eu besoin? Est-ce que... On a toujours besoin. On a toujours besoin de se sentir soutenu. Donc j'ai pas manqué. Mais dans ces périodes-là de maladie ou de difficulté de la vie, quelle que soit l'épreuve, peu importe, il y a des gens qui se révèlent. C'est-à-dire des gens où on est proche, mais à un moment un peu dur, ils vont se révéler vraiment être un soutien important. D'autres qu'on pensait proches et au final, on se rend compte que... On perd des gens dans la difficulté. Ils sont pas là, c'est pas grave. On a le premier cercle de la famille qui est là, quelles que soient les épreuves. Donc, besoin, oui, parce que tout un chacun a besoin d'avoir un minimum de soutien. Et même si j'insistais sur la bulle de famille qu'on s'était créée, voilà, il y a certains amis qui ont été là pour moi, en tout cas, et pas que je t'appelle, mais c'est pour prendre des nouvelles de Marlène. J'en veux pas à ces gens-là qui m'appelaient pour me dire comment va Marlène, je l'appelle pas. Mais les gens qui t'appellent pour savoir comment toi tu vas, c'est agréable aussi. C'est appréciable de savoir si les gens s'inquiètent aussi un peu pour toi malgré tout, parce que même si tu ne subis pas les traitements, et c'est ce que encore une fois je disais tout à l'heure, t'es un peu un dommage collatéral. Donc ça change ton quotidien, ça change ta vie, et malgré tout t'es pas le premier concerné. Donc qu'on t'appelle et qu'on prenne soin de toi, c'est
c'est hyper agréable. Et après, voilà, des anecdotes rigolotes, on en reparlait il n'y a pas si longtemps que ça avec Marlène. Et en fait, on s'est retrouvés, on n'avait pas 30 ans, et on s'est retrouvés, nous, en décalage, déjà parce qu'on était parents, donc déjà ça fait un premier décalage avec d'autres amis qui n'ont pas d'enfants, quand on a moins de 30 ans, et quand a fortiori, parents et avec une épouse touchée par le cancer, ça a créé, avec certains en tout cas, un décalage un fossé, entre eux qui vivaient leur trentaine avec on sort, on fait la bringue du jeudi au dimanche, et nous, on devait, on sortait une fois, du coup moins tard encore plus, parce que Marlène était fatiguée dans cette période-là. Mais c'est des anecdotes où, sur des discussions de copines, où les filles, avec Marlène qui est juste là, on débriefe sur qu'est-ce qu'on va faire comme brushing le lendemain chez le coiffeur, ou comme couleur de cheveux, alors est-ce que je fais le blond? Marlène était à côté avec sa perruque, et du coup on se lançait des regards, on ne sait pas si on doit rire, si on doit se lever de table en faisant un scandale, en disant c'est une honte, ou en pleurant, voilà, ou des discussions sur des femmes, est-ce que je me fais refaire les seins? Je sais pas, ils sont petits, ouais mais tu vois moi j'ai fait gonfler un peu, c'est pas top. Donc ça prête à sourire après. En fait sur le coup, c'est dur. Tu dis on est en décalage complet, Ouais, tu dis on ne vit pas du tout. Et c'était pas fait par méchanceté, je pense que c'est plus bien sûr. C'est entre la bêtise et l'innocence, mais c'est de se dire, nous en fait on est dans un truc où ta femme elle s'est fait retirer les 2 seins, elle n'a pas de cheveux, et les discussions là des copines, c'est des discussions de filles de 30 ans. Hein. Elles sont là, est-ce que je me fais ma couleur de main, je sais pas, mes seins trop petits, trop gros, c'est bientôt l'été, comment je vais faire? Et en fait ça prête à sourire, et en même temps, tu sais pas si, on n'en a pas voulu à ces gens-là. Bien sûr. Parce que c'était pas fait méchamment, mais on s'est retrouvés en décalage. Donc en fait, au bout d'un moment, on est tellement en décalage que y a certaines personnes que tu finis par plus voir, parce que, et ils nous l'ont eu dit pour certains après, ils se rendaient pas compte de ce que ça pouvait être. Donc tant mieux, ça veut dire quelque part, le cancer du sein chez la jeune femme, peut-être qu'elle n'a pas beaucoup, bon, je suis pas sûr. Ou alors qu'ils étaient dans leur innocence de 30 ans. Et nous, en fait, on a vieilli de 10 ans en l'espace de 1 an et demi, quoi. Ouais, bien sûr. Parce que nous, on était déjà parents, donc les soucis ne sont pas les mêmes, les responsabilités ne sont pas les mêmes. Et là, tu traverses un cancer du sein avec traitement, opération, suivi, inconnu quand même, parce que le cancer de Marlène étant génétique, tu as un suivi toute sa vie, avec des possibilités de récidive sur d'autres parties du corps. Et là, les discussions, c'était voilà, est-ce que je me refais faire les seins ou la coupe de cheveux, quoi. C'était quelque chose de trop léger pour vous, en tout cas à ce moment-là, parce que. Ouais, en décalage, quoi. Complètement. En décalage. On s'est senti ou très vieux ou vraiment pas sur la même planète. Donc tant mieux pour eux parce qu'ils n'étaient pas et heureusement touchés par la maladie. Mais nous, du coup, on s'est dit. Ça t'enlève de l'insouciance, de toute façon. Ouais, bon, en étant parents, l'insouciance, on en avait déjà un peu moins. Oui, c'est sûr. Non, mais tu te dis juste, on va vraiment en fait se refermer sur notre petite bulle à nous, voir les quelques proches qui sont là pour nous aider tous les jours ou régulièrement en tout cas, et après peut-être restreindre un peu ce genre de moment-là, parce que Marlène à ce moment-là, elle n'a pas envie d'entendre les discussions de jeunes femmes qui se demandent si elles vont se faire un brushing blond ou un tie and dye ou je sais pas pourquoi tu dis ça, je me sens visée. Non, pour toi ça va très bien. On parle de soutien, on parle des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Quand on s'est rencontrés, toi et moi, tu m'as parlé d'un truc qui m'a vachement touchée. Tu m'as parlé du fait que toi, tu avais eu un accompagnant. Est-ce que tu veux en parler, dévoiler son identité? Oui, avec plaisir. Moi, c'est Louise. On avait donc Louise, qui est notre fille aînée, qui avait 1 an et demi quand Marlène est tombée malade. Donc, j'étais déjà, je pense, un papa aimant, mais quand tu t'occupes d'une petite fille d'1 an et demi, encore un peu plus parce que maman est un peu fatiguée et que elle ne pouvait pas la porter par ses opérations, donc tous ces petits trucs-là de je la porte, tu la fais manger, toutes les petites tâches en fait du quotidien où Marlène était là pour la plupart du temps, mais moi je me rappelle des matins où on regardait la Reine des Neiges de 7h à 10h, 2 ou 3 fois d'affilée. Avec les chansons qui vont bien. Donc c'est des super moments parce que c'est des moments privilégiés en tant que papa tout court. Et du coup, moi j'ai gardé en tête de me dire cette petite fille, elle a 1 an et demi, elle est peut-être encore un
peu jeune pour vraiment assimiler ce que traverse sa maman. Donc même si on lui a expliqué que maman elle avait un bobo, pour quand même qu'elle puisse comprendre pourquoi maman pouvait moins la porter et que c'était pas une envie de la part de Marlène, mais c'était physiquement elle n'était pas en capacité de pouvoir le faire. Donc avec Louise, on s'est bien aidés tous les jours et du coup ça après c'était des jolis moments où on a bien rigolé, des jeux de princesse, des tipis dans les chambres, puis La Reine des Neiges, c'est la BO de cette période-là. Enfin, Libéré, délivré, c'est un peu mon hymne quand je repense à cette période de 2015 à 2017, c'était l'hymne de tous les jours. Écoute, 2 ans, fin de concert, Libéré, délivré. J'adore. Ouais. Écoute, c'est une belle chanson. C'est une super chanson. Ouais. Pleine d'espoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé chez toi? Dans ta façon d'être, dans ta vision des choses, dans ta vision de la vie même en fait? Qu'est-ce qui a changé depuis ce que vous avez vécu avec Marlène? Je ne sais pas s'il y a des choses qui ont vraiment fondamentalement changé. Travaillant dans le service funéraire et ayant une famille qui y travaille depuis bien longtemps, on a toujours un rapport à la vie qui est, je pense, un peu différent. Donc j'ai toujours essayé et on m'a toujours appris à essayer de profiter des moments, quels qu'ils soient, à fêter la moindre chose, le moindre petit événement ou le moindre petit moment, en tout cas de plaisir, le prendre à bras le corps et en profiter un maximum. Donc j'ai toujours été conditionné avec ça. Alors on se prend toujours la tête avec Marlène, souvent, mais on essaie peut-être de moins prêter attention quand même aux conflits un peu stériles ou autres. Alors c'est facile à dire, parce que le quotidien reprend vite son droit chemin. Ça remet aussi un peu les compteurs à zéro. Donc quand on a moins de 30 ans, on se dit forcément un peu naïvement, on est à l'abri, ça arrive qu'aux autres, elle est trop jeune, comme certains médecins peuvent même le dire. Donc preuve que le cancer n'est pas une normalité quand on est jeune. Mais ça arrive souvent. Et voilà, donc c'est essayer de profiter encore un peu plus. Voilà, aujourd'hui on a 2 enfants, alors qu'on nous promettait des difficultés pour en avoir un deuxième. Donc on a pu avoir une deuxième fille, donc on essaie de profiter encore plus. Et cette sphère familiale qu'on a créée depuis 2008 avec Marlène, c'est de la conserver, de la renforcer et de se dire au final, quelle que soit l'épreuve qu'on affrontera, bonne ou mauvaise, on sera à côté et on aura nos 2 filles à côté aussi pour continuer à avancer. Et aujourd'hui, des années après ce parcours, qu'est-ce que ça a changé dans votre couple, dans votre relation, dans votre famille aussi en fait? Alors dans la famille au sens large, je ne sais pas. Peut-être aussi l'impression de se dire que il faut prendre soin de soi, bien évidemment, faire attention aux autres et autant que possible ne pas perdre du temps avec des broutilles, des trucs nuls, des conflits sans intérêt où on va chercher à savoir qui a raison sur le truc. Je pense que c'est ça. Alors encore une fois, c'est un peu cliché. De dire maintenant profitons du moment, on a passé un moment difficile, il faut voir la vie en rose. Et évidemment, le quotidien, des fois, on se prend la tête pour des trucs bidons qui n'ont pas d'importance. Pour autant, on essaye de se dire, maximisons les bons moments, il y en a plein. Le moindre petit moment de joie peut être un grand moment finalement. Et le fait d'avoir des enfants, ça te ramène aussi à ça. Là, Louise est plus grande, mais Adèle qui a 4 ans, c'est des âges de l'innocence un peu. Voilà, ça voit la vie en rose, ça croit aux princesses, le Père Noël, les histoires, tout ça. Donc on essaie d'avoir un joli petit cocon et de se créer des petits moments sympas pour que, quel que soit le futur, en tout cas, chaque moment, on le prend à pleines dents. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux accompagnants qui vont nous écouter, aux époux, aux épouses, aux familles, aux amis, à tous les gens qui se retrouvent confrontés à la maladie? Écoutez-vous. Écoutez-vous déjà en tant que personne, parce que ce qui fait un bon accompagnant, si jamais ça existe, un bon accompagnant ou un mauvais accompagnant, mais c'est écoutez-vous dans le sens où les accompagnants au sens large, quels qu'ils soient, ils ont tous un rôle à jouer, de toute façon. Il suffit de trouver sa place
de trouver son rôle. Il n'y a pas de petit rôle, il n'y a pas de rôle majeur. Il n'y a que des soutiens en fait, qui sont là pour la personne qui est touchée, que ce soit une fille, un fils, un père, une mère, une tante, une cousine, bon, peu importe, une amie, un ami, peu importe. C'est-à-dire chacun a sa place et c'est que l'accompagnant, les accompagnants peuvent avoir des moments durs. Après, la manière de l'appréhender, c'est personnel. Il y en a qui vont vouloir le garder pour eux et qui vont sentir de le garder pour eux. D'autres vont l'extérioriser par du sport, d'autres par des moments avec d'autres accompagnants, d'autres par des moments avec d'autres personnes, des amis ou de la famille. D'autres qui vont aller voir quelqu'un, un psy ou autre, pour parler à une personne neutre, entre guillemets, qui aura peut-être un peu de recul sur la situation. Donc, en tout cas, c'est s'écouter, c'est écouter l'autre et c'est essayer de communiquer autant que nécessaire, autant que possible, sur ce que l'un et l'autre attendent, finalement. Parce qu'il y a souvent des non-dits dans ces situations-là où tout le monde a peur, mais n'a pas dans son côté. Donc, c'est échanger, partager, ne pas avoir peur de dire parfois ce qu'on ressent, peut-être de froisser la personne qui est touchée par la maladie. Inversement, que la personne touchée par la maladie, si des fois elle a besoin d'air, dire à son accompagnant ou à son accompagnante, écoute, voilà, ce que tu fais pour moi est adorable, mais là j'ai peut-être besoin un peu de respirer ou d'avoir un peu un temps pour moi, donc d'avoir un peu d'air. Donc c'est échanger, s'écouter, communiquer et de ne pas avoir peur de se dire là je vais moins bien, je m'écoute, je prends du temps, je me pose, voilà, je prends du recul aussi sur tout ça pour après mieux repartir. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de temps d'arrêt, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Quand la maladie tombe sur quelqu'un qu'on aime, on prend aussi le coup de bambou un peu comme l'autre, et que les mauvaises nouvelles, on les prend aussi, et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de les appréhender. On les apprend comme on peut, déjà. Et puis après, c'est juste de se dire, ça n'est qu'un passage. Donc faisons de ce passage un passage le moins pénible possible, pour qu'après, ce soit mieux. Il y a toujours un mieux après. On va parler un peu de l'asso. Un peu. Ça te va? Ça me va. Donc en 2023, avec Marlène, vous avez décidé de créer l'association Belle et Rose. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ton rôle dans cet asso? Je sais pas, peut-être celui du couteau suisse. Je sais pas. Un poulpe, comme on dit chez moi. Le poulpe, ouais. En fait, Marlène voulait faire quelque chose de ça, de son expérience. Donc elle s'est posé la question d'un blog, d'un livre, de vidéos sur YouTube ou ailleurs. Et en fait, après, l'asso est venu sur le tapis parce qu'elle avait envie de partager son expérience, la mienne par ricochet en tant qu'accompagnant, et de rencontrer d'autres personnes. Pour parler de nos parcours respectifs, d'échanger, de partager en fait des choses pour que ce qui soit arrivé à Marlène ait un peu un sens finalement. Ça en a certainement un, mais en tout cas on voulait donner celui-là. Donc la tête pensante et les idées qui fusent, c'est Marlène. Parce qu'elle en a plein, elle a plein d'idées, elle a plein de choses à dire et plein de choses à partager. Moi j'essaie de l'aider, des fois de faire penser à des petites choses parce qu'elle a tellement de choses dans la tête que j'essaie de lui rappeler des petits éléments de détail. Voilà, on partage les idées, on essaie de trouver des choses à faire pour ce qu'on appelle les roses, donc les femmes qui sont en traitement, les accompagnants et les accompagnantes pour les aider aussi dans leur parcours, parce que c'est un propre parcours dans le parcours d'une personne malade. Donc dès qu'elle a eu cette idée d'asso, elle a voulu aussi avoir une marraine pour donner, pas du crédit, mais de la force au message, en fait. Un peu de visibilité. Ouais, de la visibilité et puis de la force, parce que bon, mine de rien, on n'est pas naïf. On sait bien qu'une cause, même si elle touche beaucoup de gens, si une personnalité, quelle qu'elle soit, quel que soit son milieu, véhicule le message aussi, parce qu'elle représente déjà en tant qu'artiste et en tant que femme ou homme, ça donne de l'impulsion au message et ça permet de diffuser largement tout ce que nous on veut faire passer. Donc en tout cas on est plus que ravis, et je parle peut-être pour elle, mais on est plus que ravis que tu aies accepté gentiment de jouer ce rôle. Parce que Marlène elle avait une idée bien précise de la personne qui serait la marraine, mais vraiment la représentation presque physique de l'asso,
quelque part, dans le sens où vis-à-vis des médias, vis-à-vis du grand public, vis-à-vis des réseaux sociaux, quand tu as une jolie jeune femme artiste aux multiples talents qui véhicule tes messages, nous ça nous donne aussi de la force parce que tu as accepté de nous suivre, tu le fais avec bon cœur, avec toutes tes qualités, avec tes équipes qui sont là à chaque fois pour nous soutenir. Incroyable. C'est à chaque fois fait de bon cœur. On sait que sans vous appeler tous les jours, vous pensez à nous et vous avez toujours une petite attention pour que l'asso, on parle de nous. Et nous, le but, c'est pas qu'on parle de nous pour juste faire la une des médias, parce que ça nous intéresse pas. Par contre, c'est que si on peut toucher 100 personnes, 1000 personnes, 100 000 personnes de plus, parce qu'une personne comme toi véhicule ce que l'on veut dire, pour nous, c'est super. Et du coup, l'asso, elle a 2 ans et elle grandit bien, elle grandit vite. On va continuer Et à la donc faire grandir. on est hyper contents. Je suis très touchée, merci. Et je suis très contente aussi. Avec Marlène et l'association Belle et Rose, vous souhaitez soutenir les roses, mais aussi les accompagnants. Ouais. On a bien compris dans ton discours que c'est hyper important pour vous de soutenir les accompagnants aussi. Ouais. Pourquoi ? Parce que je suis passé par là et que on a pu mesurer après au fur et à mesure du parcours de Marlène perso et puis avec l'association et les rencontres qu'on a pu faire, que quand il y avait une rose qui venait témoigner ou à qui on remettait les boîtes de bien-être qu'on fait, il n'y avait jamais bien loin, il y avait ou le mari, ou le conjoint, ou la meilleure amie, qui était jamais bien loin en fait, mais qui était toujours un peu derrière. Et on a dit, ces gens-là qui se placent, et j'ai peut-être un peu fait, mais qui se mettent un peu dans l'ombre ou un peu à côté, finalement ils ont leur place à côté. Parce que un patient, une patiente touchée par la maladie, que ce soit le cancer ou autre chose, on englobe l'accompagnant et ceux qu'on accompagne finalement, on se rend compte que ça rejoint des parcours de vie divers et des fois très éloignés d'un parcours d'une personne malade. Mais c'est de se dire Octobre Rose ou ces événements-là, ça met en valeur les personnes qui se battent contre un cancer, qui ont battu un cancer. Ou qui ont eu à faire face à la maladie, quelle qu'elle soit, mais que ça touchait tout le monde, le cercle de la famille, des fois des cercles d'amis très proches, et que ça éclabousse tout le monde. Et nous, on voulait dire, vous avez votre place, vous avez aussi votre mot à dire, parce que vous aussi, vous avez votre mal-être pendant cette période-là, la peur, les doutes, le fait justement de ne pas les exprimer, ça peut avoir des conséquences sur sa propre santé X temps après. Donc on s'est dit, l'association va soutenir les roses, les patientes en parcours, mais on va aussi essayer de penser à ceux qu'on appelle les accompagnants. Et encore une fois, ils peuvent être divers par leurs liens, nombreux, pas nombreux, au final peu importe. Mais on veut laisser personne sur le côté et de se dire venez nous voir, on sera au moins une oreille attentive pour vous écouter. On aura peut-être des petits conseils à vous donner sur des petites astuces du quotidien ou comment appréhender quelque chose, un rendez-vous, une question, un doute, etc. Et voilà, encore une fois, l'objectif de l'asso, c'est vraiment de se dire, les roses, les patientes, c'est le curseur, mais les accompagnants à côté, on est aussi là pour vous et le statut aussi a un petit peu évolué dans le sens où dans les milieux hospitaliers ou plus largement, le rôle de l'accompagnant il est un peu plus reconnu au niveau de la société. On le voit pour l'accompagnement de personnes en fin de vie, des personnes âgées. Il y a un vrai rôle en fait parce qu'on se rend compte que ça demande énormément de temps, parfois énormément d'argent, d'énergie, qu'elle soit physique ou psychologique, c'est hyper intense et que ces personnes-là, elles n'avaient pas le droit ni de se plaindre, elles ne savaient pas trop vers qui se tourner si jamais ça allait pas trop bien. Et donc nous on essaie, en tout cas à notre niveau, de se dire on peut essayer d'amener des réponses et en tout cas amener des petits moments de bien-être. Donc ça peut être par des rencontres, ça peut être par des ateliers de yoga, de pâtisserie comme on a pu faire, etc. En fait c'est des temps qu'on pense pour eux et de se dire voilà vous pouvez vous retrouver en dehors de l'hôpital, en dehors de chez vous, vous sortez de chez vous, vous partagez un moment avec d'autres personnes que vous ne connaissez peut-être pas, et c'est même mieux, et vous discutez. Et en fait, il y a des liens qui se créent, et les gens se rendent compte qu'en fait, ils partagent les mêmes choses.
les questions qui se sont posées, la cousine s'est posé les mêmes questions, le conjoint a eu les mêmes problèmes au quotidien que la sœur, etc. Donc ça crée des liens, ça crée des jolis moments et ça crée de l'espoir et en fait des moments positifs pour tout ça, pour toutes ces personnes-là. Encore une fois, dans ce temps, dans ce passage de la maladie qui est parfois plus ou moins long, mais qui, en tout cas je le souhaite pour tout le monde, ne soit qu'un passage. Et de se dire qu'après ce passage, il y a le retour à la vie normale. Donc voilà, les Roses essayent de penser à tout le monde. Je vais te poser une question que tu connais pas. Donc si t'es pas à l'aise, mets-moi en pause. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose après tout ça, après tout ce que vous venez de vivre, que tu aimerais dire à Marlène? Alors qu'elle le sait peut-être pas déjà, il n'y a pas grand-chose parce qu'on se dit beaucoup de choses. Ce qu'elle sait, mais que je vais pouvoir répéter, c'est que moi je suis admiratif de ce qu'elle a pu faire pendant cette année et demie, ces 2 ans de combat contre la maladie. Moi j'ai perdu une prise de sang. Donc elle a affronté les examens, l'attente des résultats, les opérations, les traitements, la fatigue après les traitements, les opérations, la reconstruction. Elle a affronté tout ça et elle a toujours gardé quand même sa bonne humeur, l'envie de plaisanter, même quand les circonstances n'étaient pas forcément propices. Mais donc je suis admiratif de ça. Ça, elle le sait, mais elle a toujours fait en sorte aussi de nous protéger avec Louise et de se dire, même si des fois elle va pas bien, elle le montrait pas trop. Alors moi je lui en voulais pour ça parce que je voulais qu'elle, au contraire que chez nous, elle se sente complètement libre de pouvoir pleurer si elle a envie de pleurer, de s'écrouler de fatigue si elle était au bout de force. Mais elle avait toujours cette capacité à se dire, je veux aussi un peu les protéger, me montrer quand même un peu forte. Si je dois trébucher, je ne le fais pas trop devant eux pour ne pas leur montrer que je suis un peu dans un moment moins bien. Donc voilà, c'est l'admiration, la fierté bien entendu, et puis l'amour parce que on s'est mariés après, on a eu un 2e enfant. Donc notre vie a repris au final son petit chemin. Alors elle est surveillée comme l'huile sur le feu tous les ans, mais tout va bien depuis. Et voilà, la vie a repris son cours. On lui avait promis des difficultés à avoir un 2e enfant suite à ses traitements. Parce qu'en plus elle n'avait pas pu faire toute la préservation parce que les traitements sont arrivés très vite en fait, après les opérations. Donc elle n'a pas eu le temps médicalement de pouvoir faire ce qu'il fallait. Et on a eu un 2e enfant en fait, assez rapidement quand on l'a voulu après notre mariage. Donc c'était un joli pied de nez. Et puis on a vu le caractère qu'a notre 2e petite fille, je me dis que elle le tient sûrement de sa mère. Tu crois sûrement un peu du père, mais peut-être beaucoup de sa maman, en tout cas du courage. Je trouve que c'est un beau mélange. C'est un beau mélange. Les deux sont un beau mélange. Mais voilà, c'est l'admiration, la fierté, l'amour, et puis voilà, les Roses, c'est un bel accomplissement. Et si ce cancer devait avoir un sens, ça a su là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est fiers quand des gens à qui on remet des boîtes nous disent un merci avec les yeux grands ouverts, un peu rouges, et où sans se dire trop de choses. On sent le petit bonheur qu'on peut offrir à ces gens-là pendant ces durs moments. Nous, on se dit on a au moins un peu réussi ça. Et si l'association peut faire du bien à une personne par jour, on aura réussi. Est-ce que tu as un petit mot pour terminer? Alors le petit mot, ça serait ce que disait souvent Jean d'Ormesson, c'est merci pour les roses et merci pour les épines. Et si je devais développer, ça serait merci à Marlène parce qu'elle a combattu le cancer avec beaucoup d'élégance et beaucoup de force. Merci à Louise et maintenant Adèle qui nous accompagnent dans ce chemin parfois sinueux que le cancer et l'après-cancer. À nos proches qui nous ont accompagnés pendant ces 2 ans intenses. Et puis merci à toi parce que là aujourd'hui on fait cette petite vidéo que tu as accepté de faire gentiment. Voilà, encore une fois tu nous suis depuis le début, alors qu'au début on n'avait pas grand chose à part le bagou de Marlène et puis plein de projets. Et au final tu as accepté de suite et encore une fois l'investissement et l'attention que tu nous portes nous encourage à faire plus,
à faire beaucoup. Et voilà, si le passage a été mouvementé, on a su passer au-dessus des vagues et aujourd'hui on navigue paisiblement. Donc merci. Toi, merci. Merci de t'être ouvert comme ça. Je te fais un bisou. Oh là là. Ah. Merci. Merci à toi.